Babila, le ministre de la Justice, je le disais tantôt, il s'est lancé dans une course folle et les injonctions tombent chaque matin. Et notamment hier, on a reçu cette injonction aux fins de poursuites judiciaires pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique et poursuit parjure, détournement de deniers publics et complicité. Il s'agit des personnes, notamment M. Lamine Bangora, ex-président de la Cour constitutionnelle, on en parlait hier. Également les conseillers, M. Amadou Diallo, M. CCTA, Mme Rouyatou Bari, M. Mamadou Moutagaba, Mme Fatoumata Morgan, M. Ahmed Terna Sano, M. Ansoumane Sako, M. Martial Niankwe Konomo. Et plus loin, lui, il est ancien directeur national des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. M. Sekou Koulibaly, contrôleur du fait, la société Compresco Guinée SARL, société commerciale du droit guinéen, prise en personne de son représentant légal, M. Ansoumane Adios Condé, des sommes qui sont mises en cause. On a reçu cette injonction tarière. Absolument. Guy Milimono, je dis ce matin que le temps est le meilleur juge. Je tire chapeau pour le ministre Charles Wright, qui, encore une fois, est en train de surprendre, n'est-ce pas, le peuple de Guinée quant à sa détermination à traquer, n'est-ce pas, les personnes qui, par endroit, même si la présomption d'innocence prime pour le moment, doivent rendre des comptes à l'État, au peuple de Guinée. Et donc, je ne suis pas surpris par rapport à cette note. Je m'y attendais, il le fallait aussi. Ça voudrait dire, quelque part, Charles, il est à l'écoute de cette émission, mais aussi de l'opinion, parce que hier, on l'a dit, dans ce studio, quand on parlait de la condamnation de l'ancien DAF de la Cour constitutionnelle, on s'est dit ici, on l'a dit ici, on ne peut pas poursuivre le DAF, on ne peut pas le condamner sans pour autant questionner la responsabilité active ou passive de l'ordonnateur principal en la personne du président de cette institution, M. Mohamed Lamine Bangoura. Et donc, comme vous le savez, la LORF, la loi organique relative aux lois des finances, dans ses articles 64, 65, 66 et 67, qui définissent clairement les responsabilités quant à la gestion des finances publiques. L'ordonnateur principal, le contrôleur financier et en dernier lieu le comptable public. Et donc, c'est tout à fait normal que Charles ait fait, n'est-ce pas, de tels éléments, de telles injonctions pour une ouverture d'informations à l'encontre de ces personnes citées. Diba, là où je suis surpris, franchement, et qui m'a amené à dire tout à l'heure que le temps est le meilleur juge, je me rappelle de nos enquêtes en 2018 concernant la gestion de cette même cour. Et qui avait mis en lumière à l'époque la gestion de feu Kélé Fassal, et bien qui avait été accablé par ses collègues conseillers de la Cour de mauvaise gestion des ressources de leur institution. Et à l'époque, le salaire du président de la Cour constitutionnelle était de 72 millions de francs guinéens, si j'ai bonne mémoire encore. Les autres conseillers... Le salaire de Kéléfa, le salaire de Kéléfa à l'époque, selon les informations qu'on a récoltées au moment de nos enquêtes. Et donc, les autres conseillers, chacun d'eux avait 68 millions comme salaire. Et le greffier de la Cour, selon nos informations à l'époque des faits, parce que je ne me rappelle plus, j'ai des documents quand même avec moi, quelque part, j'ai fouillé, je n'ai pas pu retrouver entre hier, parce que la note de Charles est tombée à 1h du matin. Donc, je ne pouvais pas retrouver ces documents. Le greffier de la même Cour, on nous apprenait à l'époque que celui-là aussi bénéficiait de 25 millions de francs guinéens comme salaire mensuel, sans compter les autres avantages et indemnités, etc., qui étaient accordés à ces conseillers. Eh bien, au même moment, on nous disait, à la veille de chaque élection, il y avait non seulement des biens immobiliers, c'est-à-dire des véhicules, il y avait des dotations en véhicules, mais aussi des moyens financiers qui leur étaient mis à disposition pour peut-être
n'est-ce pas, statuer, en tout cas, s'engager dans le processus électoral conformément à leurs responsabilités vis-à-vis de la loi. Djiba, ceux-là qui ont reproché, n'est-ce pas, à Khalifa Sall, à l'époque, la mauvaise gestion, ce sont ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui citées, empêtrées, entre guillemets, qui sont citées, n'est-ce pas, pour des faits présumés de détournement des ressources de la même institution. Et complicité. Et de 72 millions de salaires mensuels, nous apprenons dans la note du ministre Charles Wright que le salaire du président, le salaire mensuel est de 145 millions de francs guinéens, soit le double. C'est pourquoi du salaire de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Le double du salaire de l'ancien président. C'est pourquoi j'ai dit que le temps est le meilleur juge. Et aujourd'hui, je le dis, Mohamed Lamine Bangoura et tous les autres conseillers de la Cour constitutionnelle doivent rendre des comptes, doivent s'expliquer sur ces faits qui leur sont reprochés. Et le budget annuel est de 20 milliards de francs. Le budget annuel de 20 milliards, on doit, par endroit, justifier justement l'emploi, l'utilisation qui est faite, n'est-ce pas, de cette ressource qui est sortie des caisses de l'État. Djiba Milimono, ce pays est riche, seulement nous sommes en retard, nous sommes en retard par le fait de l'irresponsabilité de nos gouvernants. Eh bien, quant à la société Compresco pour la construction du palais de justice de Beila avec un montant de 13 milliards 192 millions, une avance de 2 milliards 638 millions a été payée selon la note et qui, jusque-là, les travaux pour lesquels le décaissement a été fait ne sont pas achevés. Djiba Milimono, ça m'amène à dire ce matin, à faire recours, ou disons, à évoquer un autre cas qui est dans la même figure que la situation de cette société Compresco. Je parle notamment du contrat de rénovation des aérodromes de Kankan, de Nzerekore, de Farana et de Labé. Djiba Milimono, j'ai une note du ministère de l'économie et des finances d'alors qui nous dit que 27 milliards de francs guinéens, 27 milliards 905 millions 797 000 avaient été décaissés au titre, n'est-ce pas, d'avance des travaux de rénovation de ces aérodromes, c'est-à-dire les 20% du montant. Si on fait le calcul, je ne suis pas un mathématicien, mais les 20%, si les 20% du contrat font les 27 milliards 905 millions, eh bien, je ne suis pas mathématicien encore une fois, les 100% de ce montant doivent nous envoyer à plus de 2232 milliards, 400 millions de francs guinéens pour la rénovation des 4 aérodromes du pays. L'une des entreprises ayant bénéficié de ce marché s'appelle Hydrogui. Hydrogui qui appartient à un entrepreneur ivoirien du nom de El Hadj Mohamed Koné. Eh bien, selon nos informations, cette entreprise aurait perçu, en tout cas, la grande part de cette avance qui a été décaissée. Et donc, jusque-là, l'entreprise était chargée des travaux de l'aérodrome de Farana. Jusque-là, les travaux n'ont pas abouti. L'avance des 20% sont sortis des caisses de l'État. Eh bien, il y a une mission d'investigation sur le terrain qui s'est rendu compte que ces entreprises n'avaient aucune qualification, aucune expertise nécessaire pour exécuter ces travaux-là. Et donc, ces entreprises ne devraient pas bénéficier de ces marchés. Aujourd'hui, il faut interpeller les autorités à ce qu'elles demandent, n'est-ce pas, des comptes à ces entreprises, à ces 4 entreprises contractantes. Et le ministre d'alors. Le ministre d'alors, mais aussi le ministre, notre ministre actuel, doit permettre, n'est-ce pas, que ces montants reviennent dans les caisses de l'État. Les 27 milliards 905 millions doivent revenir à l'État et bien repartir sur de nouvelles bases pour négocier le contrat avec des professionnels en la matière pour la rénovation de ces aérodromes à l'intérieur du pays. Djiba Milimono. Encore une fois, je tire chapeau pour Charles Wright
il faut continuer. Cette machine-là ne doit pas s'arrêter. Mais surtout, il faut que ça se fasse, que tout se fasse en tout cas dans la légalité, dans les règles de l'art, qu'il n'y ait pas en tout cas de règlement de compte ou de chasse aux sorcières. Ou de triomphalisme. Voilà, ou de triomphalisme. Il faut faire très attention. Il faut rester modéré, rester dans la raison. Et bien, le peuple vous accompagnera dans cette démarche. Alors, Caps, Charles Wright, on est en train de le dire, finalement, il faut s'attendre, il commence à nous habituer à cela. On a un réflexe chaque matin, on s'attend à une chronique de Charles Wright, à une injection du ministère de la Justice, comme on les appelle maintenant. Et il étonne plus d'un. Beaucoup se disent, voilà un ministre qui commence à faire ses marques, qui se distingue et qui est pratiquement dans cette dynamique de refondation de l'État pour la rectification. Est-ce qu'on peut dire que finalement on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce qu'on peut dire que finalement Charles Wright il fait renaître l'espoir dans cette lutte contre la corruption? Parce que ce qui est déplorable et qu'on ne peut pas comprendre, une institution, si vous voulez, ceux-là qui sont censés sanctionner la corruption, si ces gens-là sont eux-mêmes les plus corrompus, entre guillemets, parce qu'avec toutes les révélations qu'on ne cesse d'entendre tous les matins au travers de Charles Wright, il y a matière à se poser un certain nombre de questions. Vous qui êtes censés lutter contre la corruption, si c'est chez vous-même, on est en train de ressortir des dossiers de corruption, là, il y a des vraies questions à se poser. Il y a la question de se poser de savoir quelle est la moralité des cadres qu'on amène au sein de ce ministère de la Justice. Ça, c'est un premier point qu'il faut signaler. La seconde chose que j'ai envie de rappeler à nos autorités, c'est que c'est clair, il faut d'abord incarner le changement que tu veux voir chez les autres. Voilà pourquoi les dossiers de corruption ne pourront jamais aboutir quand on sait que ceux-là qui sont censés lutter eux-mêmes, ils sont assis sur leurs propres œufs, donc ils ne veulent pas qu'on voie là où ils sont, donc il faut rapidement débouter tout ce qui se met devant leur avant de vous laisser continuer sur le contenu de cette injonction, il faut rappeler pour le président de la Cour constitutionnelle, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Mohamed Hamid Bangora, sans cause justifiant une mission de service public de la Cour, s'est lancé dans l'acquisition, l'accuse de s'être lancé dans l'acquisition immobilière au Sénégal portant sur l'immeuble R+4, objet du titre foncier numéro 164, numéro 1647, NGA du lot 4 à Dakar pour un montant de 404 millions de francs CFA. Et plus loin, on le reproche également de s'être offert une maison du côté de Nongo à hauteur de 5 milliards de francs guinéens. Avant que tu ne continues, je rappelle qu'à ce niveau, à l'époque, il y avait, selon nos informations, il y avait eu des informations venant du Sénégal, des renseignements généraux du Sénégal, qui s'étaient mis à la disposition des autorités de Conakry pour leur informer de, n'est-ce pas, l'investissement à outrance des cadres guinéens qui étaient en train d'investir grandement dans l'immobilier, dans le secteur immobilier du côté du Sénégal. Et donc ces informations avaient été transmises à Conakry. Eh bien, on ignore ce qui en a été fait. Voilà, donc moi, ce que j'étais en train de rappeler, ça ne fait que réitérer les propos, ça ne peut que m'amener à réitérer mes propos de ce matin, pour dire combien de fois, aujourd'hui, si la CRIEF, bien entendu, est cet instrument de répression des crimes économiques, donc aujourd'hui, voici les vrais sujets sur lesquels ils peuvent vraiment se pencher. Donc on attend que ces informations-là puissent être transmises au niveau de la CRIEF afin qu'on puisse avoir la lumière sur tous ces différents sujets. Et parce que ce qui est quand même, il faut saluer, dans cette injonction, il y a non seulement la qualification juridique des faits, mais également les faits qui sont reprochés, mentionnés, ce que la CRIEF, à un moment donné, avait du mal. Ne faisait pas. Justement, donc comme vous dites encore une fois, Charles Wright, il inspire, et comme on le disait aujourd'hui, moi, à chaque fois que je vois les dénonciations de Charles Wright, il y a quand même un ministère qui m'inspire. C'est le ministère des TP, des Travaux Publics. Vous savez, on a longtemps signalé le fait qu'à chaque fois, on faisait des gros investissements par rapport à la construction de nos routes. C'est tout le temps des routes qui ne tiennent pas la route. Bien à chaque saison, on a les mêmes problèmes. Quand on a vu le cas du fonds d'entretien routier, ça, on n'en parle même pas. Et le dossier est déjà là-bas. Donc, toutes ces choses-là plutôt doivent interpeller encore une fois ces autres ministres à faire leur vrai travail. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui aussi, à l'image du ministère de la Justice, le ministère des Travaux Publics doit s'apprêter, si vous voulez, se prêter à ce genre d'exercice, de fouiller en profondeur pour ressortir les dossiers et comprendre tout ce qui a été décaissé dans l'accomplissement d'un certain nombre de projets qui devaient être réalisés. Qu'est-ce qui a fait
fait que ces projets n'ont pas été réalisés? Pourquoi les projets réalisés n'ont pas cette durée de vie que ça devrait avoir? Est-ce que les cahiers de charges ont été respectés? Quels sont ceux-là qui étaient ordonnateurs de ces dépenses vis-à-vis de ces choses-là? On a appris. Et le bureau de contrôle. Et le bureau de contrôle, exactement. Quel a été son rôle dans Quel tout a été son rôle dans tout ça? Donc moi, je pense que si un vrai travail de fond est fait, aujourd'hui, franchement, on a des éléments sur lesquels la CRIEF peut s'appuyer pour lutter contre cette corruption. Parce qu'encore une fois, hier, je parlais avec un conseiller qui me faisait cette confidence-là. Il dit, mais quand on était dans le débat d'orientation budgétaire au CNT, il dit, je ne pouvais pas comprendre. Il dit, l'idéal serait qu'on augmente le budget de l'État. Il dit, mais on ne peut pas augmenter le budget de l'État quand ce qu'on mobilise déjà va dans la corruption et les gens sont en train de délapider ces fonds-là. Donc, pour moi, il faut d'abord, mieux la première année, on n'augmente aucun budget. On est dans une gestion efficiente des budgets qui sont déjà alloués pour que progressivement, on puisse réduire la part allouée au FINEX pour qu'en fin de compte, on puisse progressivement voir ce qu'il faut mettre. Honnêtement, la Guinée, c'est un pays très riche, mais la malhonnêteté de nos cadres, la corruption est en train de tirer ce pays vers le bas. Merci, ce qui est bien dit d'ailleurs. Et on a vu cette injonction. Il commence aujourd'hui à polariser des attentions, à défrayer davantage la chronique. Moi, je vais le réitérer. Je ne sais pas si le président nous regarde ce matin. J'ai envie de le dire, il attend encore pour le remaniement. Parce que le seul ministre, depuis la nomination du gouvernement de Doumbouya, le seul ministre aujourd'hui qui est dans cet esprit de refondation, c'est quand même Charles Wright pour le moment. Les autres... Et sans oublier celui du commerce aussi. L'enseignement supérieur. C'est pourquoi... l'enseignement supérieur. Quand je vous dis qu'il attend quoi pour le remaniement, aujourd'hui on sait quels sont les ministres qui ont fait leurs preuves. On attend l'évaluation. On attend la fin de l'évaluation. L'évaluation l'évaluation qui a eu lieu. On a brûlé les copies. L'évaluation qui a eu lieu, je vous dis, aucun ministre n'a eu 10. Aucun ministre n'a eu 8. On a brûlé les copies. Aucun ministre n'a eu 7. Si on vous communique le note, c'est vrai. Si on vous communique le note, vous n'allez pas croire. Il y en a qui ont eu 2. Il y en a qui ont eu 3. Et c'est là où il faut féliciter le Premier ministre Béavogui. Parce que je vous rassure que... Le Premier ministre lui-même a eu combien? Non, attends. Lors de l'évaluation, le Premier ministre... Non, il a été exempté. C'est pourquoi je pose la question. Lui-même, il a eu combien? Je vous dis quelque chose. Le Premier ministre Mohamed Béavogui a pris des coups au nom de son gouvernement. Et ça, il faut le dire. Le public ne le sait pas, mais Béavogui, en dépit de son silence très innocent et qui peut être coupable, il a encaissé trop de coups pour ces ministres-là qui ne sont pas à leur place. Ça, il faut le dire. C'est normal, il est le chef du gouvernement. Non. Aujourd'hui, il y a ces ministres qui n'obéissent pas à... Est-ce que c'est lui qui les a proposés? Parce qu'on dit les ministres sont nommés sur proposition du Premier ministre. Est-ce que les ministres du gouvernement sont des ministres qui ont été proposés? Nous apprenons peut-être à part le ministre de la Santé, ce serait lui. Il y en a d'autres aussi. Oui, mais après, un gouvernement de transition ne peut pas être composé sous proposition entière d'un Premier ministre. Ça, il faut le comprendre. Mais vous savez... Nous sommes dans une transition, il y en a des personnes qui vont toujours vous rappeler, écoutez, monsieur le Premier ministre, c'est nous qui... Mais tous les décrets de nomination ont mentionné sur proposition du Premier ministre. C'est la forme démocratique. C'est la forme. Et il faut le rappeler. Il faut se rendre à l'évidence. On est dans une transition quand même. Ça, il faut que le président le cherche. Il y a des ministres dans son gouvernement qui, à la base, n'étaient pas ministres, mais ont participé à la sélection du Premier ministre, qui sont devenus aujourd'hui des épines dans le pied du Premier ministre. Ces ministres, ces super ministres, parce que Doumbouya a eu quand même l'intelligence de ne pas nommer des ministres d'État. Sinon, ces gens-là auraient demandé des rangs de ministres d'État. Ces ministres sous forme d'État, aujourd'hui, sont devenus de véritables menaces pour la conduite de l'action gouvernementale enclenchée par le Premier ministre. Parce qu'il est désormais... Ils discutent quand même d'autorité. Ils sont devenus désormais ceux qui contestent. On a par exemple vu le cas avec le dialogue entre le Premier ministre et le ministre de l'administration. Ils sont devenus aujourd'hui ces ministres qui remettent en cause l'autorité même du Premier ministre. Et qui vont jusqu'à faire de l'ombre au Premier ministre. Donc on revient sur le cas Charles. Aujourd'hui, avec ce dossier, Charles Wright nous prouve quand même que ce pays-là n'a pas été rose. Et j'ai envie de lancer un appel à la CRIEF. Quand on doit porter des charges, il faut savoir charger. Parce que ce document qui est sorti, il sort avec des éléments constitutifs de l'infraction qui est reprochée à ces personnes. Et c'est ce qui manque souvent dans les documents de la CRIEF. On dit que vous êtes poursuivi pour tel, mais on manque de citer les éléments qui constituent l'infraction. Aujourd'hui, Charles prouve à suffisance que dans ce pays,
il y a eu des malversations. Au-delà de ces malversations-là, parce que tout le monde sait que dans ce pays, il y a détournement. Mais qu'est-ce qui a été fait de l'argent détourné? Lui, il nous met sur une piste. Il montre la piste qui oriente, qui détermine là où l'argent aurait pu être orienté. Donc, jusqu'à preuve de contraire, ces gens-là ont la présomption d'innocence. Mais dans la forme aujourd'hui, ça permet de situer les citoyens sur ce qui a été fait de la gestion de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est quand même ahurissant qu'on passe sous Kelefa, à qui on a reproché une gestion financière catastrophique, une gestion opaque, comment dire, du silence sur les fonds alloués à son service. Qu'on se retrouve à quelqu'un qui avait cette ambition gourmande à l'époque, qui avait 72 millions quand même, à quelqu'un qui est venu, le Seigne qui a reproché l'autre sa gourmandise, qui vient doubler sa mise. Mais où on va? Le salaire mensuel de 145 millions de francs guinéens. Quand le document est tombé... Par an, ça fait 1,740 milliards. Quand le document est tombé dans le groupe, la question que je me suis posée, je dis, mais... Et la maison de Nongo, on dit c'est 5 milliards de francs guinéens. Hier. Et du côté du Sénégal, on parle de 404 millions de francs CFA. Hier, quand le document est tombé dans le groupe, la première interrogation que je me suis faite, j'ai dit, finalement, est-ce que je ne vais pas reprendre mes cours de droit? Parce qu'avec ce salaire, honnêtement, je me demande qu'est-ce que la personne... Imaginez, le budget de fonctionnement est de 20 milliards. Son salaire est de 145 millions de francs guinéens. Ça, c'est par mois, sans compter les autres avantages. N'oubliez pas qu'ils sont les moins payés de l'entourage. Ils font partie des moins payés. Non, mais attention, sénateur, dans l'administration guinéenne aujourd'hui... Les magistrats guinéens. Dans l'administration guinéenne aujourd'hui, les magistrats sont les mieux payés. Oui, le statut quand même particulier. Justement. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Je pense que l'indépendance, ce n'est même pas lié à l'autonomie financière aujourd'hui. Quand même. C'est votre éthique, c'est le comportement professionnel que vous donnez, vous fixez pour dire il faudrait que je sois quand même en conformité avec les dispositions légales. Imaginez que c'est la gardienne de la Constitution, des lois de la République, et c'est eux à qui on reproche aujourd'hui une violation systématique de ces lois, ce qui est quand même extrêmement grave. Sénateur, on a vu ça, on voit les charges et tout, et vous ne tarissez pas d'éloges aujourd'hui à propos de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que aujourd'hui on n'a pas l'impression que, vu que la CRIEF a du mal, puisque beaucoup disent qu'elle a du mal à avoir des éléments, Charles se dit, je vais prendre le devant pour aider la justice guinéenne, pour les mettre sur la piste, les orienter, les aider dans la mobilisation des preuves. C'est pas que la CRIEF a du mal. Je vais vous expliquer une situation. Il y a 2 poids 2 mesures dans l'appréciation générale de l'opinion sur les poursuites enclenchées. Lorsque l'élément est tombé hier dans le groupe, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de voir les réactions un peu partout. Je me rends compte d'une situation. C'est quoi la situation? Il y a différence entre les poursuites. Il y a une adhésion globale de l'opinion au niveau des poursuites de Charles Wright. Et il y a une réticence de l'opinion au niveau des poursuites de la CRIEF. Vous savez pourquoi? Parce que la CRIEF poursuit des politiques. Et les politiques sont représentatifs de la nation, à un moment donné, quoique communautaire ou régionaliste. Alors que Charles Wright est en train de poursuivre des commis de l'État politiquement neutres, entre guillemets. C'est ça la question. Les épines sur la route de la CRIEF sont délibérément placées. Délibérément placées par une manipulation de l'opinion par les politiques qui savent que la CRIEF va agiter le cercle qu'ils ont géré à un moment donné dans l'histoire du pays. C'est ce qui est la vérité. C'est ce que la CRIEF elle-même a montré. Non, moi je laisse la CRIEF, je laisse Ali Touré, je laisse Charles Wright, mais quand je fais un petit retrait, j'observe la situation, il y a une adhésion vraiment totale. Mais quand même, il ne faut pas oublier une chose. Une institution comme la CRIEF, quand même, qui a du mal à rédiger une convocation, ça c'est un problème. On n'oublie pas ça. Une institution aujourd'hui qui peine à convaincre les gens, ça c'est une évidence sur les faits. Ça c'est un problème. Donc aujourd'hui je me dis ce que Charles fait, il vient en appoint Charles aurait été un bon procureur spécial. Je suis tout à fait d'accord. La CRIEF, je vais vous dire une chose, c'est une bonne chose pour le pays. Nous saluons tous la mise en place de la CRIEF, mais je pense que le président de la transition a mis une institution dans des mains qui n'arrivent pas à rassurer. On peut avoir des compétences en droit
et être limité en finances publiques. Je suis d'accord avec vous. Renforce cette équipe. Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, je réitère. La réticence face aux poursuites de la CRIEF, c'est parce que les partis politiques sont concernés. Je ne quitte pas là-bas et c'est vrai. Voilà. Maintenant, l'adhésion, quoique je peux reconnaître les couacs dans les failles, dans les procédures de la CRIEF, je peux reconnaître. Mais quand même, l'adhésion au niveau des poursuites de Charles White. Mais ce qui m'écoeure aussi, ce qui surtout fragilise mon cœur aujourd'hui, c'est que l'histoire revient à Khalifa Sall. Babila l'a évoqué. Lorsque Khalifa Sall a été vilipendé, sa gestion a été étriquée, on a tiré à boulet rouge sur sa gestion, et que les mêmes qui ont mené ces enquêtes-là, je vais parler des actuels, des gens qui sont poursuivis aujourd'hui, ils ont détourné, entre guillemets, le double de ce que Khalifa Sall aurait détourné, parce que la cabale judiciaire contre Khalifa Sall, je dis bien cabale judiciaire, c'était une affaire politique et politico-judiciaire qui se réglait sur le terrain économique. Carrément. Non, ça n'engage que moi. Il y avait des faits, je retrouve une note. Ça n'engage que moi. Des faits, quand on menait des enquêtes, je retrouve une note dans mon téléphone je ne renie pas les faits, mais selon moi, c'est un règlement de compte qui s'est opéré sur le terrain économique, mais qui tentait d'aller donc s'immiscer sur le terrain politico-judiciaire. Et Charles, comment on appelle, Khalifa Sall, avec son discours de 2015, c'est un discours qui a eu une résonance alarmiste au sein du camp présidentiel d'alors, qui a dit attention, si l'homme de ce discours-là continue, si c'est lui qui va m'investir de nouveau pour un troisième mandat, ça n'arrivera jamais. Il préfère la mort que de le faire. Et donc, il faut... Le bon moment, c'est le bon moment de déjecter donc Khalifa Sall de sa gestion, et on a fait sur le terrain économique. C'est comme la politique. Si vous voulez jeter de l'anathème ou bien salir un système politique ou un homme politique, il faut l'attirer sur des terrains peu orthodoxes. C'est comme ça, on connaît le cas de Dominique Sortan. On connaît beaucoup de cas comme ça. Donc l'élimination, l'éjection de Khalifa Sall était un règlement de compte politico-judiciaire, parce que lui en tout cas, n'allait pas investir Alpha Condé pour un troisième mandat. Voilà, vous l'avez compris. Et même, il faut rappeler, on parle aussi de parjure et tout cela. Donc, référence faite au fait que la gardienne de la Constitution elle-même, c'est pas bien illustré. Elle aurait pu dire non au moment des faits. Et là, aujourd'hui, beaucoup sont en conflit avec l'histoire de la Guinée. Cap, peut-être un mot avant de partir, parce qu'il faut rappeler que deux personnes sont passées hier devant la CRIEF. Et ça aussi, nous l'avons appris vers le soir. Et on parle surtout de l'ex-directeur général de la Banque nationale des investissements de Guinée, déféré à la CRIEF avec d'autres cadres, M. Alpha Mohamed Kallo. Ils étaient en audience hier et nous apprenons qu'il y a eu un mandat de dépôt finalement. Ils sont accusés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, corruption, abus d'autorité, abus de fonction, concussion, blanchiment de capitaux d'argent public et complicité. Ben voilà, quand on écoute maintenant, on est habitué, souvent les faits qui sont reprochés au cadre de notre pays s'entrecoupent. S'entrecoupent en fait. On est maintenant habitué, dès qu'on dit il y a un mandat qui est décerné ou une information judiciaire est ouverte contre une certaine personne, on a plus ou moins idée de tout ce qui sera notifié dans ces charges. Ça risque d'être des récitations à l'école pour les enfants. Maintenant, moi, cette banque, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la gestion. Pendant un certain moment, il y avait beaucoup de questions qu'on se posait. À arriver aujourd'hui à ce niveau-là, je pense qu'il faut creuser beaucoup plus en profondeur toute cette situation-là. Mais ce que j'ai envie de rappeler et que je voulais rajouter, vous savez, on a tendance à dire qu'en principe, on ne rentre pas dans l'administration publique pour s'enrichir. On vient dans l'administration. L'administration publique est synonyme d'un don de soi, de service public. Mais chez nous, on rentre dans l'administration pour s'enrichir. Si tu as envie de t'enrichir, va dans l'administration. Et c'est là où on doit questionner aujourd'hui la moralité et l'éthique même des cadres qui sont aujourd'hui en train de nous représenter. Finalement, quand on voit que ce soit les politiques, que ce soit des jeunes qui hier suscitaient l'espoir en disant que c'est eux l'avenir, aujourd'hui qu'on voit à la tâche en train de faire un certain nombre de manœuvres, il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Donc c'est pourquoi, encore une fois, il est important pour que cette population-là fasse attention. Ceux-là, nos élus locaux, les maires qui sont là, les présidents, les candidats même qui se présentent aujourd'hui pour être à la tête de notre État et un certain nombre de cadres qui veulent rentrer dans l'administration publique, aujourd'hui il y a des questions à se poser. Quelle est la moralité de ces personnes-là? Qu'est-ce qui est fait derrière justement pour faire un travail au niveau éthique, au niveau moral de sensibilisation de cette population? Mais mieux encore, si on n'utilise pas, vous savez, il y a deux alternatives. C'est le bâton et la carotte. Il faut le bâton
pour sanctionner ceux-là qui sont en train d'aller vers des manœuvres de corruption, etc. Mais il faut également une forme de carotte pour pouvoir sensibiliser et préparer ces cadres-là vis-à-vis de l'amour, du patriotisme vis-à-vis de notre pays, la Guinée. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque par rapport à la plupart des cadres que nous avons aujourd'hui. Encore une fois, il faut féliciter ce qu'est en train de faire le ministre Charles Wright. Et je me dis aujourd'hui, qu'en est-il des autres tribunaux qui sont là? Vous savez, aujourd'hui, au regard du fait que chaque matin, quand on se réveille, on a un nouveau dossier. On était d'abord au sein du ministère même de la Justice avec les différentes directions qui étaient. De là-bas, on se retrouve à la Cour constitutionnelle, voyez-vous. Et donc, on se pose la question de savoir, et les autres cours, qu'en est-il de toutes ces juridictions aujourd'hui, de toutes ces cours-là, de toutes ces directions-là qui sont sous coupole, si vous voulez, qui sont gérées aujourd'hui par le ministère de la Justice. Je me demande, les cadres qui y étaient, comment est-ce qu'ils sont en train de dormir aujourd'hui? Les cœurs sont en train de battre. Personne n'est tranquille. Parce qu'on sait que le tout-puissant Charles Wright, il est là, il touche à tout, il veut tout comprendre, il a les deux dedans. Mais ce qui fait la particularité et ce qui est en train d'aider Charles, il faut savoir que de base, c'est quelqu'un qui vient, qui était magistrat auparavant, qui était procureur, qui avait sa main dans les dossiers, qui connaît les rouillages, qui connaît comment les choses fonctionnent, qui est un habitué des faits. Ce n'est pas un ministre téléchargé. Donc, c'est pas un ministre téléchargé. Mais en dépit même du fait qu'il soit téléchargé ou pas, ça c'est une autre question. Mais ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que c'est quelqu'un qui, c'est dans ses habitudes. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce qu'il réussira à forcément faire une certaine part entre sa fonction de ministre et l'ancienne fonction qu'il avait, parce qu'aujourd'hui, son habitude est en train aujourd'hui de peser dans la balance, dans les actions aujourd'hui qui sont en train de poser, quoique c'est des actions salutaires, c'est des actions fortes qu'il faut encourager, saluer et qui doivent inspirer l'ensemble des ministres qui sont là aujourd'hui. L'autre question, pour finir, est-ce que Charles Wright restera dans le prochain gouvernement à l'allure que prennent les choses, à cette allure-là? Même ceux qui sont maintenant aux affaires et qui ont commencé le business au sein de l'administration publique doivent s'inquiéter. Donc, est-ce que Charles restera aujourd'hui dans le prochain gouvernement qui viendra? La question reste posée. Mais si Charles s'en va, c'est la preuve que ceux qui ont démarré le business dans la gestion du CNRD ces enquêtes sont en cours, Guy Bamilimono. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. Et au plus haut niveau. Les entreprises locales qui sont, en tout cas, qui ont des dettes auprès de l'État, qu'on appelle la dette intérieure, auxquelles l'État doit de l'argent, qui peinent à entrer en possession de leur paiement, ces entreprises, selon nos informations, sont obligées de payer des commissions à un certain pourcentage à des hauts commis de l'État pour qu'ils aient leur paiement. Diba, c'est une enquête que je suis en train de mener. J'ai mis main sur quelques éléments d'information et nous poursuivons. Au bout de cette enquête, nous allons révéler à la face du monde ce qui est en train de se passer sous le CNRD. C'est déplorable. Voilà, et pour l'instant, on ne va pas on ne va pas affirmer rien. C'est une alerte. Le temps, voilà, c'est une alerte. Le temps d'avoir plus de pièces avec nous et nous ferons les révélations